Quel drôle de chemin de fer qu'est le Nyons-Saint-Cergue-la-Cure-Moret. Vraiment un train pas comme les autres. Le petit train rouge, comme aiment à l'appeler affectueusement les jeunes voix. Il faut savoir que cette ligne, depuis longtemps, est celle de leur promenade du week-end. En effet, Genève est le seul canton suisse à n'avoir jamais eu de chemin de fer touristique, hormis les lignes de tramway de campagne. Ce chemin de fer vicinal cache pourtant une histoire mouvementée, presque à la hauteur d'une ligne internationale. Mais, me direz-vous, c'est une ligne internationale. Et oui, le NSTCM fut construit dans la même optique que ses grandes consoeurs, avec moult traités franco-suisses paraphés par de grandes signatures fédérales et présidentielles. Mais auparavant, jetons un rapide coup d'œil sur cette petite cité romaine, qui est le point de départ de notre sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nyons, la petite ville lémanique aux 1000 facettes. Rappelons d'abord que c'est 400 ans avant Jésus-Christ que des hommes s'installèrent pour la première fois sur la colline de Nyons, et que 1000 ans auparavant, période des lacustres, déjà la vie plus ou moins organisée existait dans le secteur. La conquête romaine ne fit que confirmer la présence permanente des habitants avec la construction quasi certaine d'un port important. Aujourd'hui restent les fameuses colonnes connues de tous dans l'espace des Marronniers, non loin de la porte Sainte-Marie. Justement fortifié au Moyen-Âge, le bourg de Rives, comme la ville du Haut, fut façonné de remparts, de tours et de portes. L'ensemble de cette architecture fut protégé jusqu'au milieu du siècle dernier, où la ville fut traversée de part en part par le chemin de fer reliant Lausanne à Genève. Peu à peu, le centre de gravité s'est déplacé vers le haut de la colline, avec ses commerces, ses institutions financières et ses industries aujourd'hui disparues, ou transférés dans les faubourgs extérieurs. Voilà, vous êtes installés, prêts pour le voyage, mais auparavant tout de même un brin d'histoire. Nous sommes allés dénicher quelques vieilles cartes postales au tabac du coin, non loin de la gare. Magnifique passé que sont ces images qui nous jettent en un clin d'œil dans un quotidien pourtant pas si lointain que cela, et déjà tellement révolu. Le manque de communication se fait cruellement sentir dans cette région qui est le pied du Jura. Les villages importants tels que Trellet, Beugnin, Gimel, Bière et Apple sentent que le monde se fait sans eux. La grande ligne de chemin de fer Genève-Lausanne est bien loin et qu'il faut entreprendre une fois pour toutes quelque chose afin de rentrer de plein pied dans le développement de l'économie du moment. Tout fut dit, tout fut proposé. Une myriade de comités se mettèrent en place afin de construire une ligne de chemin de fer dite pied du Jura et qui devait relier Genève à la Sarraz, voire Yverdon. Très vite, l'on constatait qu'un tel projet n'avait aucun intérêt et que des courtes distances paraissaient plus justiciables pour relier les bourgs de l'arrière-pays au réseau du grand chemin de fer. Et c'est ainsi qu'entre 1890 et le début du XXe siècle, l'on construisit une quantité impressionnante de petits réseaux ferroviaires aux écartements divers. Citons ici par exemple le Gland-Beugnin, Rolle-Gimel, Bière-Morges ou plus simplement Nyons-Divonne. Dans cette euphorie à Nyons, un comité cette fois-ci plus représentatif proposait en septembre 1898 un projet plus sérieux et avec à la clé une demande de concession fédérale. Ce projet proposait une ligne à voie métrique reliant Nyons à Gimel avec une éventuelle extension en direction de Saint-Cergue et la frontière française. Et du fait que Gimel fut déjà relié par une ligne de tramway à la cité de Rolle, il était donc hors de question de construire une nouvelle connexion. Et c'est tout naturellement que le 11 novembre 1912, après bien des palabres, que la Berne fédérale octroya enfin une concession de chemin de fer à voie métrique de Nyons à la frontière française, passant par Saint-Cergue. Les travaux furent entrepris aussitôt, mais malheureusement bousculés par le premier conflit mondial. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'on ne restait pas de marbre face à l'arrivée de ce chemin de fer fort séduisant. Et c'est dans la foulée, plus particulièrement le 6 avril 1913, qu'une déclaration d'utilité publique concernant une ligne de tramway Morée-la-Cure fut signée par le président de la République française, Raymond Poincaré. 3 ans plus tard, en pleine guerre, le 12 juillet 1916, le tronçon Nyons-Saint-Cergue fut livré à l'exploitation. Et 1 an plus tard, ce fut au tour de celui de Saint-Cergue-la-Cure. Il faudra cependant attendre 4 ans encore afin de voir la ville de Moret se relier au bord du lac Léman. Ce fut chose faite le 7 mars 1921, très exactement. Mais l'idylle franco-suisse ne dura que 37 ans. Georges de Russel, ancien cadre de la compagnie, s'en explique. Premièrement, c'était une partie au point de vue technique qui était difficile parce qu'on avait jusqu'à du 70 pont 1000
de pente. Seulement à Adhérence, nous n'avons jamais eu de crémaillère. Et nous passions à travers la ville de Morée, alors qu'en fait, il aurait dû passer au-dessus de la ville de Morée. Nous passions à travers la ville de Morée, et là, c'était très étroit. On avait beaucoup de problèmes avec les commerçants, les voitures stationnées sur la ligne. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. C'était deux sociétés absolument différentes. Il y avait la régie du Mont-et-la-Cure, qui dépendait de l'ingénieur en chef du département. Et en fait, le directeur de cette partie française était l'ingénieur du canton de Morée. Avec ces gens, on a eu toujours de très bonnes relations parce qu'on leur fournissait le courant électrique, on leur fournissait l'entretien de tout le matériel, c'est nous qui nous en occupions, et en outre, nous devions nous occuper de la ligne de contact. Et puis, quand il y avait un déraillement, c'était encore les Suisses qui devaient aller donner un coup de main pour diriger les opérations. Il y en a eu des célèbres, par exemple, pendant la guerre, il y a eu des sabotages. Oui, pendant la guerre, il y a eu des sabotages. Et puis aussi, c'était une construction très légère. Parce que les Français, après la guerre, puisque ce tronçon a été construit après la guerre de 1914-1918, ce tronçon a été construit avec du matériel très léger. Les rails, c'était du 20 km, vous représentez, c'était presque des voies de Decauville. Et là, et l'entretien était déplorable, finalement. Cette régie du Mont-et-la-Cure n'avait plus les moyens d'entretenir normalement le réseau. Ce qui a tué le chemin de fer en 1958, le tronçon Mont-et-la-Cure, c'est que le conseil général du département ne voulait plus assumer les charges financières du chemin de fer. C'était fréquent en France de voir, c'était cette politique de détruire le chemin de fer. Oui, c'était cette politique française. La politique, elle venait, je crois, des problèmes qu'ils avaient rencontrés pendant la dernière guerre de 39-45. C'est que ces chemins de fer ne leur apportaient aucune possibilité de transport de troupes. Alors qu'avec les cars qui remplaçaient tous ces chemins de fer, comme ils les appelaient vicinaux, ils pouvaient après assumer des transports de troupes pour l'armée. C'était, je crois, la raison primordiale de cette suppression des chemins de fer vicinaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les publics en France, les usagers en France, ont regretté la partie... Chez nous, oui. Chez nous, oui. Chez nous, ils ont beaucoup regretté la suppression du Mont-et-la-Cure parce qu'il y avait pas mal de trafic entre les Rousses et Morée. Et je vous rappelle que cette liaison ferroviaire était la solution la plus courte pour transporter les clients de Suisse romande à Paris. De retour au présent, voici un parfait exemple que ce petit chemin de fer n'a rien à envier à celui des grands. Le NSTCM est depuis longtemps déjà un RER, qui dessert des agglomérations telles que celle de la Levante. Il faut bien avouer que cette cité n'a rien à voir avec celle de la région parisienne. Le calme, la propreté légendaire, un cadre de vie. Ça y est, c'est parti. Nous avons enfin quitté les bords du Léman et la ville de Nyon. Aujourd'hui, le chemin de fer est là et bien là. Mais cela ne s'est pas passé sans heurts. Nous avons demandé à Bernard Ricli, ancien directeur du réseau, de nous brosser le portrait de la ligne. Donc carte blanche dans cet entretien bâton rompu. Alors bien évidemment, la première question, monsieur l'ancien directeur, est-ce que ce chemin de fer est-il vraiment comme les autres ? Je crois qu'avec l'histoire internationale de la ligne, je crois qu'avec la côte d'amour dont nous disposons dans la région et jusqu'à Genève, le Nyon-Saint-Sague-Morée est un chemin de fer légèrement différent des autres. Le fait également que nous desservions une région de plaine sur laquelle nous faisons un trafic urbain ou périurbain, une région de montagne sur laquelle nous assumons un trafic touristique,
Le fait que nous sommes un peu le trait d'union Jura-Léman nous permet peut-être de nous comparer sur le plan Côte d'Amour, sur le plan travail avec le chemin de fer Montreux-Boulogne-Bernois, mais pas avec des chemins de fer comme le Biraple-Morges ou comme l'Yverdon-Sainte-Croix. Nous avons connu 19 ans d'incertitude, 19 ans de menaces, 8 commissions d'études se sont succédées qui alternativement prônaient la suppression du chemin de fer et sa modernisation. Et ce n'est qu'en juillet 1982 que le Conseil fédéral a enfin décidé le sauvetage du Union Saint-Sergue, son maintien et sa modernisation. Comment vous expliquez autant d'années pour un chemin de fer? Parce qu'on savait que le progrès avançait, beaucoup de chemins de fer en Suisse se modernisaient. Pourquoi a-t-on laissé comme ça autant de temps l'incertitude? Alors le canton de Vaud, dans un premier temps, a été, dans les années 60, violemment anti-ferroviaire. C'est là qu'on a vu la suppression de plusieurs lignes, dont la ligne Lausanne-Moudon, dont les lignes Nyon-Crassier-Divonne et d'autres. Et cet état d'esprit a subsisté jusque dans les années 70. Ensuite, la Confédération avait décidé que les chemins de fer vicinaux étaient totalement dépassés. Le canton avait alors révisé sa position et la Confédération à ce moment-là devenait très négative. Et il a fallu vraiment jusqu'au début des années 80 pour qu'on puisse prouver notre utilité, qu'on puisse prouver que nous avions encore un gros potentiel de transport. Comment vous l'avez prouvé? Alors on l'a prouvé en essayant d'améliorer nos prestations, déjà avec l'ancien matériel, ce qui n'était pas évident. L'amélioration ne pouvait se faire qu'au niveau de la qualité de desserte, de l'augmentation du nombre des fréquences, de l'augmentation de l'offre en 2 mois, d'une démarche de prospection touristique très poussée dans le Jura français, également aller à la recherche des courses d'école genevoises. Et on a pu, sans effort de modernisation, passer entre 1974 et 1980 de 270 000 à plus de 420 000 voyageurs. Mais dans cette explication, on a un peu l'impression quand même que les habitants, votre clientèle potentielle, ça a pu remuer en dernière minute quand on a senti que le coup près était pas loin. Comment vous expliquez cela aussi? Alors, je crois que ces commissions d'études n'avaient pas une diffusion publique importante et je crois que la population n'a pas pris, parce qu'elle n'était pas informée, conscience du fait que notre ligne était menacée. Et c'est vraiment qu'au moment où le coup près était virtuellement tombé, que nos dirigeants à l'époque, dans le début des années 70, ont vraiment alerté l'opinion publique, ont alerté la presse, et c'est à ce moment-là que le lever de bouclier s'est manifesté en faveur du maintien du chemin de fer. Bernard Éclis, la Confédération, les cantons, enfin tout le monde applaudit et on ouvre les porte-monnaies, et pour vous c'est un état de désolation, la ligne est quasiment obsolète et c'est plus une rénovation mais c'est une construction que vous voilà. Reconstruction. Je crois que ce que nous avons fait dans les années 82 à 88, principalement, également au-delà des années 88, s'apparentait plus à une reconstruction intégrale d'un chemin de fer qu'à une modernisation. Nous avons dû reconstruire intégralement la ligne de contact, changer le matériel roulant complètement, reconstruire plus de la moitié de la voie, reconstruire toutes les installations des gares, améliorer ou reconstruire tous les bâtiments. Donc la ligne était vraiment en état de liquidation. Bon, là, c'est le constat. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que c'est plus? Il y a un calendrier qui s'installe au plus pressé quand ça se passe. Le matériel roulant, on peut y penser. Nous, Genevois, on a le souvenir extraordinaire de ces voitures avec leurs fameux klaxons assez particuliers. Ça, il faut aussi le préciser. C'était la priorité. C'était la priorité absolue du nouveau matériel. Seulement, dans le même temps, ce nouveau matériel ne pouvait pas circuler sur notre ligne tant que d'autres équipements n'étaient pas faits, en particulier la ligne de contact et des tronçons de voie qui étaient très mauvais. Donc, il a fallu faire un calendrier extrêmement serré pour qu'à Noël 85, le nouveau matériel puisse être mis en service et que nos infrastructures puissent le recevoir. Donc, ça a été vraiment un travail intensif de transformation intégrale. Ça a été également un certain travail de prospection où il fallait beaucoup avoir des contacts fréquents avec la presse pour également informer la population et quand même un cercle étendu d'usagers potentiels de ce qui se faisait. Donc il y avait vraiment cette dualité technique, promotion, information, enfin cette trilogie qui devait être mise en place en même temps.
À la fin de ce travail, nous nous sommes rendus compte que nous avions un matériel performant, que nous avions une voie qui tenait le coup, que nous avions une ligne de contact neuve, mais que par contre la sécurité des usagers et des circulations était très très médiocre. Nous avons dû après reconstruire une installation de sécurité avec le bloc de ligne, avec une télécommande, et cette tâche nouvelle, qui représentait tout de même une dépense d'environ 6 millions, a été faite jusqu'en 92. Actuellement, nous avons encore 2 km de voies sur les 27 de la ligne qui sont médiocres. Je ne dirais pas mauvais, mais médiocres. Ça, par tranche annuelle. Nous espérons faire ça ces 4 prochaines années, donc reconstruire la voie. Et puis, nous avons également des structures d'accueil, certaines gares, dont le confort et l'accès est médiocre. Nous avons actuellement un point noir dans l'entreprise qui est le dépôt atelier, totalement obsolète, ne nous offrant plus la place nécessaire, n'offrant aucun confort de travail, n'offrant pas la sécurité de travail non plus. Et ça devrait être une étape urgente. Nous avons décidé d'attendre la fin des autres projets urgents, mais maintenant la construction, ou en tout cas la transformation du dépôt existant, est une priorité et il est actuellement à l'étude. Eh bien, Bernard Éclis aussi, il y a l'avenir avec l'Union Saint-Cergue-la-Cure. Vous rêvez quand même à un accès à votre réseau de manière un peu plus moderne et un peu plus, je dirais, conventionnelle au chemin de fer, non? Tout dépend de ce qu'on entend par conventionnel pour un chemin de fer. Nous avons en effet un projet actuellement, et un projet qui devrait être concrétisé à très court terme. Les démarches administratives sont en cours et fortement avancées, qui est de construire une gare souterraine à Nyon au nord des voies CFF. Cette gare souterraine serait reliée à la ligne existante environ 500 mètres après la gare de Nyon, ce qui nous permettrait d'une part d'améliorer l'interface des transports CFF, Nyon-Saint-Cergue, bus de ligne, bus de ville, et d'offrir la sécurité à nos usagers qui ne devront plus traverser une route totalement saturée et qui auront un accès piétonnier totalement séparé du trafic routier, depuis la gare CFF, depuis les quais CFF jusqu'à notre gare qui serait en souterrain. Vous êtes au butoir de la Cure. Ce butoir n'a pas toujours été en place comme il l'est aujourd'hui. En 58, on a donné un méchant coup de pioche pour couper la ligne. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à ce que ce butoir soit supprimé et qu'il repart à nouveau en France? Là, vous êtes en France en l'occurrence en plus. Ça serait mon désir le plus cher. Depuis de nombreuses années, la commune des Rousses se rend compte que sa desserte vis-à-vis de Paris, qui est son gros vecteur de clientèle touristique, est assez médiocre. Elle est soit faite par le TGV sur Valorbe, avec un service de bus, mais qui est embryonnaire, avec la circulation d'un bus les vendredis et samedis soirs, lors des périodes scolaires, lors des vacances scolaires uniquement, ou par Moret, avec une ligne SNCF en très mauvais état, avec une fréquence très faible, et des services de bus qui sont très très minces, et qui sont plus axés sur les besoins scolaires que sur les besoins des usagers. Nous avons donc traversé la frontière afin de rencontrer le premier magistrat de la commune des Rousses. À ce propos, Bernard Mamet nous paraît plus circonspect quant à l'étude d'un projet. Alors, monsieur le maire, peut-on enfin rêver sur le retour des trains aux Rousses? Si vous posez le problème en termes de rêve, je peux vous répondre oui. Mais du rêve à la réalité, peut-être que le chemin sera un peu plus long, ou la voie un peu plus longue qu'on peut actuellement l'envisager. Mais c'est peut-être dans le domaine du réalisable. Ce projet est un projet transfrontalier dont la majorité quand même se situe sur le territoire français. Ce qui signifie que c'est de notre côté, du côté des Rousses, que se situent les problèmes fonciers, le problème du tracé, de l'intégration de cette ligne dans le paysage,
On voudrait bien que la création de cette structure ne défigure pas trop notre paysage. C'est le premier problème. Il y a le problème également du montage financier de l'opération. Qui sera maître d'ouvrage, qui aura la compétence en matière de transport pour porter ce projet. Quels seront les partenaires, les financeurs qui viendront soutenir la collectivité des Rousses dans la réalisation de ce projet. Voilà quand même un certain nombre de problèmes qui me permettent de dire que si ce projet est économiquement pertinent dans sa réalisation, il n'est peut-être encore pas tout à fait pour demain. Bref, on l'aura bien compris, c'est pas gagné d'avance, mais gardons tout de même espoir. En ce qui concerne le retour du train à Moret, là, il ne faut plus rêver. Les besoins ont bien changé depuis 60 ans, et surtout la géographie de la descente sur la ville serait un vrai casse-tête. Alors profitons de regarder une dernière fois les quelques vestiges encore visibles de la ligne de tram, comme aimaient à l'appeler si joliment les gens de la région. Ici à Moret, c'est plus simple. Hormis l'auberge aux 2 gares, il n'y a que les photos jaunies des livres pour nous rappeler qu'à un temps pas si lointain que cela, il y avait un petit train rouge de Suisse qui venait marquer son terminus. Comme à la fin d'un service ferroviaire, il nous faut pour la fin de ce reportage rentrer au dépôt de Nyons. Georges Durussel nous y attend. En guise de conclusion, il a encore envie de nous faire part de son meilleur souvenir durant ses 45 ans passés au service de la compagnie. Mon plus beau souvenir, eh bien, je vous dirais, c'est quand à Noël 1985, nous avons pu mettre en service, même un peu contre l'avis de l'ingénieur qui dirigeait la construction électrique pour BBC, M. Baumann, contre son avis, j'ai pu mettre en service le nouveau matériel. Il est derrière vous? Oui, il est là.